Ils ont cru que je finirais par céder, parce que je me taisais, parce que je ne répondais pas tout de suite, parce que je prenais le temps. Ils ont confondu mon calme avec de la faiblesse, mon silence avec une résignation. Et c'est précisément là que tout a commencé. La phrase est tombée un matin, autour de la table de la cuisine. Une phrase simple, presque banale, dite sans lever la voix. Ils ont expliqué qu'il fallait avancer, que certaines décisions ne pouvaient plus attendre, que, dans mon intérêt, il serait plus raisonnable que je laisse faire. Ils parlaient à plusieurs voix, comme si le fait d'être d'accord entre eux suffisait à me convaincre. Je les écoutais. Je regardais leurs mains posées sur la table, leur regard qui évitait parfois le mien. Je sentais que la discussion n'en était pas vraiment une. Ce qui était présenté comme une proposition ressemblait déjà à une conclusion. Ils avaient décidé que j'allais accepter. Quand j'ai demandé ce que cela signifiait concrètement, ils ont parlé de gestion, de simplification, d'anticipation. Toujours ces mots-là. Ils disaient que ce serait plus facile pour tout le monde, que je n'aurais plus à me fatiguer, que je pourrais me reposer. Derrière ces phrases, j'entendais autre chose. Tu n'as plus besoin de décider. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'avais besoin de comprendre jusqu'où ils étaient prêts à aller. Ils ont interprété mon silence comme un accord tacite. L'un d'eux a ajouté que, de toute façon, c'était inévitable. Que le temps faisait son œuvre. Que je devais être raisonnable. Ce mot, raisonnable, m'a traversé comme un froid. On l'utilise souvent pour faire taire ceux qui résistent. Être raisonnable, dans leur bouche, signifiait renoncer sans bruit. Accepter que d'autres prennent le relais avant même que cela soit nécessaire. Je me suis sentie soudain déplacée dans ma propre vie, comme si j'étais déjà en train de disparaître, lentement, poliment, sans heurts. Il ne me parlait pas comme à une femme encore capable, mais comme à une étape à franchir, une transition à gérer. J'ai demandé si quelqu'un avait déjà pris des initiatives sans m'en parler. Un silence s'est installé. Pas long, mais révélateur. Puis l'un d'eux a répondu que non. Pas vraiment. Pas encore. Ce pas encore m'a frappé plus fort que n'importe quelle accusation. Il contenait la certitude que mon refus ne serait qu'un contretemps. À ce moment-là, j'ai compris que la discussion était déjà biaisée. Ils ne cherchaient pas mon avis. Ils attendaient mon consentement. Et ce consentement, ils le croyaient acquis. Parce que, jusqu'ici, je n'avais jamais fait de vagues. Ils pensaient que je céderais, parce que j'avais toujours su m'adapter. Parce que j'avais toujours privilégié la paix. Parce que j'avais cru que préserver l'harmonie familiale passait par l'effacement de soi. Ils n'imaginaient pas que ce silence-là pouvait changer de nature. J'ai fini par dire que je n'étais pas d'accord. Pas sur le principe, peut-être, mais sur la manière. Que rien ne pouvait se faire sans moi. Que je n'étais pas prête à déléguer ce qui me concernait directement. Ma voix était calme. Trop calme, sans doute, pour ce qu'ils attendaient. Ils ont échangé des regards. L'un d'eux a soupiré. Un autre a dit que je compliquais les choses. Que je me braquais inutilement. Que je ne comprenais pas l'urgence. Ou jour cette urgence invoquée pour justifier la précipitation. Et oui, je me suis alors rendu compte d'une chose essentielle. Ce n'était pas ma décision qui les inquiétait, mais le fait que je puisse encore décider. Mon refus révélait leur empressement. Mon calme mettait en lumière leur impatience. Quand la conversation s'est terminée, je suis restée seule. J'ai regardé cette table, témoin de tant de moments de partage, et j'ai senti quelque chose se déplacer en moi. Pas une colère explosive, une lucidité froide, la certitude que, si je continuais à me taire, d'autres parleraient à ma place. Si je continuais à attendre, d'autres agiraient. Et ce jour-là, je n'ai pas encore parlé de loi. Je n'ai pas encore évoqué de notaire, ni de démarche. Mais j'ai compris que résister ne passerait pas par des discussions affectives. Il faudrait un cadre, quelque chose qui ne dépende ni des émotions, ni des rapports de force. Ils pensaient que je céderais parce que je me taisais. Ils ne savaient pas encore que ce silence-là était en train de changer de camp. Et dans ce changement discret, presque invisible, se préparait déjà une résistance d'un autre ordre. Une résistance calme, méthodique, profondément légale. Avant qu'ils ne pensent que je céderais, avant même qu'ils n'imaginent pouvoir décider à ma place, il y avait une vie construite dans la constance et l'effort. Une vie sans éclat, mais solide. J'ai longtemps cru que cette solidité me protégerait naturellement. J'avais tort. Je n'ai jamais été une femme dominatrice,
ni une femme effacée. J'ai avancé entre les deux, avec ce sens pratique que l'on acquiert quand on comprend tôt qu'il n'y aura pas toujours quelqu'un pour tenir la barre à votre place. J'ai travaillé, économisé, organisé. J'ai appris à ne pas dépendre, parce que dépendre signifiait risquer de disparaître dans les décisions des autres. Mon mari et moi avions construit notre foyer sans grand discours. Nous faisions ce qu'il fallait, quand il le fallait. Après sa disparition, bien trop tôt, j'ai continué seule. Les démarches, les comptes, les choix difficiles, tout est passé par moi. Je n'ai jamais demandé qu'on me félicite. Je n'en ai jamais fait un étendard. C'était simplement ma manière de vivre. À cette époque, personne ne mettait en doute mes capacités. On me consultait, on me respectait. On reconnaissait que j'étais encore pleinement responsable de mes choix. J'étais une femme qui avançait, pas une fin à anticiper. Les années ont passé. J'ai vieilli. Oui. Mon corps a ralenti, parfois. Mais mon esprit est resté clair. J'ai continué à décider, à comprendre, à anticiper à ma manière. Je n'ai jamais cessé d'être présente à ma propre vie. Et pourtant, sans que je m'en rende compte immédiatement, le regard posé sur moi a changé. Ce changement ne s'est pas fait dans les faits, mais dans les mots. On me disait de plus en plus souvent de me reposer, de ne pas trop m'en faire, de laisser les choses se faire, des phrases qui semblaient bienveillantes, mais qui, répétées, installaient une idée dangereuse. Celle que je devais progressivement me retirer. Je n'y ai pas prêté attention au début. J'avais confiance. En eux, en ce que j'avais transmis. En cette idée naïve que le respect, une fois acquis, ne se perd pas. J'ai continué à vivre comme avant, persuadée que mes actes parlaient pour moi. Je faisais mes démarches, je prenais mes rendez-vous, je gérais mes affaires. Rien, objectivement, ne justifiait cette inquiétude croissante autour de moi. Et pourtant, elle persistait, comme si mon âge suffisait désormais à me placer dans une catégorie à part. Une catégorie où l'on n'attend plus des décisions, mais une acceptation. En fait, c'est dans cette période que j'ai commencé à ressentir un léger décalage. On me parlait parfois comme à une personne à rassurer, non à consulter. On me proposait de l'aide sans me demander si j'en avais besoin. Et surtout, on me parlait de l'avenir comme s'il n'était plus vraiment le mien. Je me souviens d'un moment précis, presque insignifiant en apparence. Une discussion où quelqu'un a dit « On verra ça plus tard, quand tu ne pourras plus ». Cette phrase a été prononcée sans méchanceté, presque distraitement. Mais elle m'a laissée silencieuse longtemps. Elle révélait une projection déjà installée. Celle de mon incapacité future, traitée comme une certitude. La vie d'avant, celle où je décidais sans me justifier, commençait à s'éroder non par manque de force, mais par anticipation excessive. On préparait déjà ma mise à l'écart, sous couvert de protection. Je n'avais pas encore compris que cette protection supposée deviendrait bientôt une pression. Je pensais encore que le dialogue suffirait, que l'on pouvait expliquer, rassurer, ajuster. Masse. Je croyais que mon histoire, mon parcours, mes années d'autonomie parleraient d'elle à même. Mais la réalité était plus subtile, plus sournoise. Une femme âgée qui reste autonome dérange parfois plus qu'une femme qui accepte de se retirer doucement. Parce qu'elle oblige les autres à renoncer au contrôle anticipé. Aujourd'hui, en repensant à cette vie d'avant, je ne ressens ni nostalgie excessive, ni amertume. Je la regarde comme une preuve. La preuve que je n'ai jamais été incapable. La preuve que ma résistance n'est pas une réaction tardive, mais la continuité logique de ce que j'ai toujours été. Ils pensaient que je céderais parce qu'ils avaient oublié cette vie-là. Moi, je m'en souvenais très bien. Les premières pressions ne se sont pas présentées comme telles. Elles ont pris la forme de conseils répétés, de suggestions insistantes, de remarques glissées avec prudence, comme si l'on testait ma réaction, avant d'aller plus loin. Rien de frontal, rien que je puisse immédiatement qualifier d'abusif. Et c'est précisément ce qui les rendait efficaces. Ils ont commencé par me demander si je ne trouvais pas certaines choses fatigantes. Les démarches, les papiers, les rendez-vous. Ils disaient cela avec un air concerné, presque tendre. Je répondais que non, que je gérais. Ils hochaient la tête, mais je sentais que la réponse ne les satisfaisait pas vraiment. Ce n'était pas une information qu'ils cherchaient, c'était une faille. Puis, les phrases ont changé de ton. On ne me demandait plus comment je faisais, mais si je ne préférais pas déléguer. Juste un peu. Pour me soulager, disait Aïl. Ils évoquaient des exemples, des cas autour d'eux. Une telle qui avait laissé faire. Une telle qui avait simplifié sa vie.
Toujours avec cette idée sous-jacente, à ton âge, c'est plus raisonnable. Je me suis surprise à expliquer, à justifier, à détailler ce que je faisais encore seule. Comme si je devais prouver ma compétence. Cette inversion des rôles m'a troublée. Depuis quand devais-je démontrer que j'étais capable de vivre ma propre vie? Un jour, l'un d'eux a évoqué l'idée de centraliser certaines décisions. Il parlait de clarté, de sécurité. Il disait que ce serait temporaire, bien sûr. Le temps que je me repose. Le temps que les choses soient plus simples. Cette notion de temps flou m'a alertée. Quand une mesure n'a pas de limite claire, elle devient une installation. J'ai répondu que je préférais garder la main. La réaction a été immédiate, presque imperceptible, mais réelle. Un silence. Un regard échangé. Puis une remarque. Tu es toujours aussi têtu. Ce mot, têtu, a été prononcé comme un défaut, presque comme une pathologie. Comme si vouloir décider était une rigidité inquiétante. À partir de là, les pressions ont gagné en subtilité. On me rappelait régulièrement que je n'étais pas éternelle. Pas de manière crue, mais par allusion. On parlait d'anticipation, de prévention, de ce qu'il faudrait éviter plus tard. Chaque conversation semblait orientée vers un futur où je serais absente, ou du moins silencieuse. Je ressentais une fatigue nouvelle, pas physique, mentale, celle qui naît quand on doit sans cesse rester sur ses gardes, reformuler, expliquer, refuser sans froisser. J'avais l'impression d'être constamment évaluée. Chaque hésitation devenait un argument potentiel. Chaque pause, une preuve supposée de fragilité. Ils ont même commencé à parler entre eux, en ma présence, comme si je n'étais plus totalement concernée. Ils échangeaient des regards, faisaient des plans hypothétiques. Je n'étais pas exclue explicitement, mais reléguée à une place secondaire. Celle qui écoute pendant que d'autres décident. Un soir, j'ai compris que quelque chose avait basculé. J'avais exprimé un refus clair, sans colère. Et l'on m'a répondu que je ne comprenais pas ce qui était bon pour moi. Cette phrase, dite calmement, m'a glacée. Elle signifiait que mon jugement était désormais considéré comme insuffisant, que mon consentement devenait accessoire. C'est à ce moment-là que j'ai cessé de minimiser. J'ai compris que ces pressions n'étaient pas des maladresses isolées, mais une stratégie progressive. On ne m'arrachait rien. On attendait que je lâche, que je me fatigue, que je cède pour avoir la paix. Ils pensaient que je céderais parce que j'avais toujours su m'adapter, parce que je ne faisais pas de bruit, parce que j'aimais préserver les liens. Ils n'avaient pas compris que cette capacité d'adaptation avait toujours été un choix, jamais une soumission. Ce soir, j'ai repris mon carnet. J'ai commencé à noter les phrases exactes, les dates, les circonstances. Pas pour me plaindre, pour garder une trace, pour ne plus douter de ce que je vivais. Mettre des mots précis sur ces pressions m'a redonné une forme de stabilité. En écrivant, une évidence s'est imposée. Ce qui se jouait n'était pas une question d'organisation, mais de pouvoir. Le pouvoir de décider quand je devrais me taire. Et ce pouvoir-là, je n'avais aucune intention de le leur laisser. Ils pensaient que je céderais à force d'insistance. Ils ignoraient encore que, dans mon silence, je préparais déjà une résistance d'un autre ordre. La ligne a été franchie un jour ordinaire, sans éclat, sans colère apparente. C'est souvent ainsi que les choses les plus graves se produisent, dans la banalité. J'étais assise dans le salon, un après-midi calme, quand l'un d'eux a posé sur la table un dossier mince, presque anodin. Il a dit que ce n'était qu'une formalité, rien d'urgent, simplement quelque chose à regarder ensemble. J'ai ouvert le dossier. À l'intérieur, des documents déjà rédigés. Des tableaux, des échéances, des phrases soigneusement formulées. On parlait de délégation, de gestion simplifiée, d'organisation future. Mon nom apparaissait plusieurs fois, mais jamais comme celui qui décide. J'étais mentionné comme on mentionne une situation à encadrer, un risque à maîtriser. J'ai levé les yeux et j'ai demandé depuis quand ces papiers existaient. On m'a répondu qu'ils avaient été préparés récemment, pour gagner du temps, pour éviter des complications. Toujours les mêmes justifications, présentées comme des évidences. J'ai demandé qui avait été consulté pour les rédiger. On m'a répondu. Des conseils, des amis, des personnes qui savaient. Pas moi. C'est là que j'ai senti quelque chose se rompre. Pas un lien affectif, mais une frontière intérieure. Jusqu'à cet instant, je pouvais encore croire à une inquiétude maladroite, à une protection mal exprimée.
Mais ces documents prouvaient autre chose. On avait avancé sans moi, en pariant sur mon assentiment futur. Bon, j'ai parcouru les pages lentement. Chaque ligne confirmait ce que je redoutais. On avait déjà décidé du cadre, du calendrier, des rôles. Il ne me restait qu'à accepter. À signer, à valider ce qui était déjà acté dans les esprits. Quand j'ai dit que je n'étais pas d'accord, la réaction a été immédiate. Pas violente, mais ferme. On m'a expliqué que je prenais les choses trop à cœur. Que je voyais du contrôle là où il n'y avait que de l'aide. Que je devais être raisonnable. Encore ce mot, utilisé comme une injonction. J'ai répété calmement que je n'avais donné mon accord pour rien. Que je voulais réfléchir. Mais que je ne signerais pas dans la précipitation. Le silence qui a suivi a été lourd. Puis quelqu'un a dit que, de toute façon, il faudrait bien avancer. Que je ne pourrais pas toujours tout gérer seul. Que refuser maintenant ne ferait que compliquer les choses plus tard. Cette phrase a agi comme une menace douce. Elle disait « accepte aujourd'hui ou subis demain ». Elle insinuait qu'un jour viendrait où mon refus ne serait plus possible. Où d'autres décideraient sans même faire semblant de me consulter. Je me suis sentie mise sous pression, mais pas écrasée. Quelque chose en moi s'était redressé. J'ai compris que cette situation n'allait pas s'améliorer d'elle-même. Que chaque concession ouvrirait la porte à la suivante. Que mon silence, s'il continuait, serait interprété comme une faiblesse à exploiter. J'ai refermé le dossier. Je l'ai poussé doucement vers eux. J'ai dit que je n'étais pas prête à aller plus loin, que je voulais garder la main sur ce qui me concernait, que toute décision devait passer par moi, clairement, explicitement. Ils ont échangé des regards. L'un d'eux a soupiré, visiblement agacé. On m'a dit que je devenais méfiante, que je changeais, que ce genre de rigidité n'était pas bon pour la famille. Mise, ces mots-là m'ont frappé par leur renversement. Défendre mes droits devenait un problème, tandis que les ignorer était présenté comme une vertu. Quand ils sont partis, j'ai ressenti une fatigue profonde. Pas celle du corps, mais celle de l'esprit. La fatigue de devoir défendre une évidence. Ma vie m'appartient encore. Je me suis assise, et j'ai laissé passer le temps, en essayant de comprendre ce que je ressentais vraiment. Ce n'était pas de la peur, pas encore. C'était une lucidité douloureuse. J'avais la preuve que l'on ne m'attendrait pas pour agir, que la pression augmenterait, que l'on miserait sur mon épuisement, sur ma lassitude, sur mon désir de paix. Ce soir, j'ai pris mon carnet et j'ai tout noté. Les documents, les phrases exactes, les sous à entendu, non par rancune, mais par nécessité. Parce que je comprenais enfin que la situation dépassait le cadre familial. Elle touchait à mes droits les plus élémentaires. Ils pensaient que je céderais parce qu'ils avaient déjà commencé à décider sans moi. Ils ne savaient pas encore que cette ligne franchie allait provoquer l'inverse. À partir de ce jour, je n'étais plus simplement en désaccord. J'étais en alerte. Et cette alerte, loin de me paralyser, allait devenir le point de départ d'une résistance réfléchie, méthodique et surtout, légale. Après ce jour-là, le temps a changé de texture. Les heures semblaient plus longues, les nuits plus denses. Je dormais peu, non pas à cause de la peur immédiate, mais à cause de cette lucidité nouvelle qui ne me laissait plus de refuge. Quand on voit enfin clair, on ne peut plus faire semblant. Et je savais que ce que j'avais vu ne s'effacerait pas. Je me suis demandé longtemps comment j'avais pu en arriver là sans réagir plus tôt. Cette question revenait sans cesse, presque cruelle. Puis, j'ai compris qu'elle était mal posée. L'abandon, je n'avais pas été naïve. J'avais été confiante. J'avais cru que l'affection suffisait à garantir le respect. J'avais cru que l'on ne franchit pas certaines limites avec quelqu'un qu'on dit aimer. Cette croyance à l'âme m'avait tenue immobile, plus sûrement que la peur. Je repensais à chaque conversation, à chaque remarque présentée comme anodine. Tout prenait un autre sens. Les conseils répétés. Les soupirs quand je demandais du temps. Les phrases qui commençaient par « tu sais, à ton âge ». Rien n'était isolé. Tout formait une progression lente, calculée, presque patiente. On n'attendait pas que je tombe. On préparait le terrain pour que je m'efface. Cette réalisation a été douloureuse, mais elle m'a rendue incroyablement lucide. Ce qui se jouait n'était pas une question d'organisation pratique. C'était une question de pouvoir. Le pouvoir de décider quand je devrais céder, quand mon avis deviendrait secondaire,
quand mon silence serait interprété comme un accord. Je me suis aussi interrogée sur mon propre silence. Pourquoi n'avais-je pas dit non plus tôt, plus fermement? La réponse m'a surprise par sa simplicité. Parce que je voulais préserver la paix. J'avais confondu la paix avec l'absence de conflit. Or, il existe des conflits nécessaires, des désaccords qui sauvent, des non qui protègent. J'ai compris alors que mon silence avait changé de camp. Il n'était plus un espace de réflexion, mais un outil utilisé contre moi. Et cette prise de conscience a tout déplacé. À partir de cet instant, me taire n'était plus neutre. C'était risqué. J'ai repris mon carnet. Je l'ai relu depuis la première page. Les notes, prises presque machinalement au début, formaient désormais un récit cohérent. Les dates, les mots exacts, les décisions prises sans moi. Rien n'était flou. Rien n'était exagéré. Cette relecture m'a libéré d'un doute persistant. Je n'étais pas en train d'inventer un problème. Il existait bel et bien. Je me suis alors posé une question essentielle, celle que je n'avais jamais formulée jusqu'à là. Qu'est-ce que je veux, moi? Pas ce que l'on attend de moi. Pas ce qui serait plus simple pour les autres. Mais ce que je désirais profondément pour la suite de ma vie. La réponse est venue sans hésitation. Je voulais rester actrice jusqu'au bout. Décider, tant que j'en avais la capacité. Être aidée si nécessaire, mais jamais remplacée. Accompagnée, mais jamais mise de côté. Cette volonté n'avait rien d'excessif. Elle était légitime. Et pourtant, elle dérangeait. À ce moment-là, j'ai cessé de chercher à convaincre. Convaincre suppose que l'autre soit prêt à écouter. Or, ce qui se jouait dépassait l'écoute. Il s'agissait de poser des limites claires, indiscutables. Des limites qui ne dépendent ni de l'humeur, ni de l'affection, ni du rapport de force. Je n'étais pas encore passée à l'action, mais intérieurement, tout avait déjà changé. La peur avait laissé place à une détermination calme. Pas une colère. Pas une envie de revanche. Une nécessité. Celle de me protéger sans agresser, de me défendre sans me justifier sans cesse. Là, je me suis renseignée, discrètement. J'ai lu, j'ai posé des questions indirectes. J'ai cherché à comprendre quels étaient mes droits réels, non ceux que l'on me concédait. Et ce que j'ai découvert m'a profondément rassurée. La loi ne me voyait pas comme une femme à gérer, mais comme une personne à respecter. Cette découverte a agi comme un socle. Je n'étais pas seule. Je n'étais pas condamnée à négocier ma dignité dans le cercle familial. Il existait un cadre, neutre, solide, qui reconnaissait ma capacité tant qu'elle était intacte. Ce soir, en fermant mon carnet, j'ai su que je ne pourrais plus revenir en arrière. La prise de conscience était complète. Elle n'appelait ni cri, ni rupture immédiate. Elle appelait autre chose, une action réfléchie, posée, irréprochable. Ils pensaient que je céderais par lassitude. Ils ignoraient que la lassitude avait fait place à une certitude. Et cette certitude allait bientôt trouver sa forme la plus efficace, la loi. Le passage à l'action ne s'est pas fait dans l'urgence. Il s'est imposé avec la même clarté que les pensées qui m'avaient tenu éveillée tant de nuits. Je savais désormais que discuter encore ne ferait que déplacer le problème. Les mots, dans le cercle familial, avaient perdu leur valeur. Ils pouvaient être tordus, interprétés, retournés contre moi. Il me fallait un cadre qui ne se négocie pas. J'ai pris rendez-vous avec un notaire. Ce choix n'était pas anodin. Je n'ai pas appelé celui que l'on m'avait vaguement recommandé, ni celui que certains connaissaient déjà. J'en ai choisi un autre, neutre, sans lien avec mon entourage. Je voulais parler librement, sans craindre les échos, sans soupçonner des loyautés invisibles. Dès cet instant, je sentais que je reprenais la main. Le jour du rendez-vous, j'ai emporté mon carnet. Je n'étais pas certaine d'en avoir besoin, mais il représentait quelque chose d'essentiel. La trace, les faits, les mots exacts, les dates. Ce que j'avais vécu n'était pas une impression diffuse. C'était une suite d'événements précis, et je voulais les présenter tels quels, sans émotion inutile. Le notaire m'a accueilli avec calme. Il m'a demandé ce qui m'amenait. J'ai parlé lentement. J'ai expliqué les pressions, les documents préparés sans moi, cette impression persistante, que l'on attendait que je cède. Par fatigue. Je n'ai accusé personne. J'ai simplement décrit. Il m'a écouté sans m'interrompre. Puis il a posé une question simple, presque banale. Avez-vous signé quoi que ce soit? J'ai répondu non,
Il a hoché la tête, comme si tout devenait soudain très clair. Il m'a expliqué alors, avec une précision rassurante, que tant que je suis lucide, tant que je comprends ce que je signe, personne ne peut décider à ma place. Ni un proche, ni un enfant, ni quelqu'un animé de bonnes intentions. L'âge, Ma'ata Aïdi, n'est pas une incapacité juridique. Ces mots ont eu un effet immédiat. Ils ont dissipé ce brouillard insidieux que l'on avait tenté d'installer autour de moi. Je n'étais pas en retard. Je n'étais pas en faute. J'étais pleinement dans mon droit. Nous avons ensuite travaillé concrètement, mettre de l'ordre, clarifier, verrouiller ce qui devait l'être. J'ai exprimé ce que je voulais, mais surtout ce que je refusais. Pas de procuration générale, pas de décision prise en mon absence, pas de délégation floue. Tout devait être limité, encadré, réversible. Puis est venue la question du testament. Ce mot, que j'avais longtemps évité, a pris un autre sens ce jour-là. Il ne s'agissait pas d'annoncer une fin, mais d'affirmer une volonté. Écrire, noir sur blanc, ce que je souhaitais, c'était reprendre la maîtrise du récit. C'était empêcher les interprétations futures, les conflits déguisés en bonnes intentions. Chaque phrase a été discutée, relue, validée par moi. Le notaire me demandait systématiquement si c'était bien ce que je voulais. Cette répétition m'a profondément marqué. On me redonnait ce que l'on avait commencé à m'enlever, la centralité de ma décision. En sortant de l'étude, j'ai ressenti une fatigue étrange, mêlée de soulagement. Je n'avais pas provoqué de confrontation. Je n'avais pas accusé ni dénoncé. J'avais simplement placé ma vie dans un cadre légal clair, où la peur n'avait plus de rôle à jouer. Alors, je n'ai informé personne de ces démarches. Pas par dissimulation, mais par protection. Ce que je faisais ne relevait plus de la négociation affective, c'était une mesure de sécurité. Et je savais que si j'en parlais trop tôt, on tenterait de me faire douter à nouveau, de me dire que j'exagérais. Les jours suivants, je me suis sentie différente. Plus droite, plus calme, comme si quelque chose s'était rééquilibré intérieurement. Je n'avais pas encore opposé la loi aux pressions, mais elle était là, prête, silencieuse, solide. Ils pensaient que je céderais par lassitude, par peur, par fatigue. Ils ignoraient que je venais de choisir une autre voie. Ce jour-là, j'ai compris que résister légalement ne signifie pas attaquer. Cela signifie sortir du terrain émotionnel pour entrer dans celui du droit. Et, là où les intentions ne suffisent plus, là où seuls comptent les faits, les volontés exprimées, les cadres posés. Et dans ce cadre-là, pour la première fois depuis longtemps, je me sentais protégée. Je n'ai rien dit tout de suite. J'ai continué à vivre comme avant, avec la même apparente tranquillité. Ce silence n'était plus une attente, ni une hésitation. C'était une position. J'avais compris que, désormais, chaque mot inutile pouvait rouvrir un espace de pression. Alors je laissais le cadre faire son travail, lentement, méthodiquement. Les premiers signes sont apparus dans les détails. Une démarche qui n'aboutissait plus sans ma présence. Un interlocuteur qui demandait désormais à me parler directement. Des documents qui ne pouvaient plus être modifiés sans mon accord écrit. Rien de spectaculaire, mais suffisamment pour créer une gêne nouvelle chez ceux qui pensaient encore pouvoir avancer sans moi. Un appel est arrivé. Le ton était différent. Moins assuré. On me demandait si j'avais fait des changements récents. La question était posée comme une simple curiosité, mais je sentais l'inquiétude derrière les mots. J'ai répondu calmement que j'avais simplement mis de l'ordre. Que je voulais que tout passe par moi. Rien de plus. Le silence à l'autre bout du fil a duré quelques secondes de trop. Puis, on m'a dit que cela compliquait les choses. Que certains projets prenaient du retard. J'ai répondu que la clarté prend parfois plus de temps que la précipitation, mais qu'elle évite bien des erreurs. Ma voix ne tremblait pas. Je ne me défendais plus. Je constatais. Ils ont essayé une autre approche. On m'a parlé de confiance, de famille, de l'idée que la loi n'était pas nécessaire entre proches. Cette phrase m'a frappée par son ironie. C'est précisément quand la confiance est invoquée, pour éviter les règles qu'il faut se méfier. J'ai répondu que la loi ne remplaçait pas les liens, mais qu'elle les protégeait quand ils devenaient flous. Puis il y a eu la visite, non annoncée. Une présence dans mon salon, tendue, presque fébrile. On m'a demandé ce que j'avais signé. Avec qui? Pourquoi? Les questions se succédaient, plus directes cette fois.
J'ai pris le temps de répondre, sans entrer dans les détails. J'ai dit que j'avais pris conseil, que j'étais dans mon droit, que rien ne se ferait désormais sans mon accord explicite. La réaction a été immédiate. On m'a accusée de me laisser influencer, de devenir méfiante, de changer. Comme si reprendre sa place était une transformation inquiétante. J'ai écouté jusqu'au bout, puis j'ai dit une phrase simple. Ce que je fais est légal, réfléchi et conforme à ce que je veux. Il n'y avait rien à ajouter. C'est à ce moment-là que j'ai vu le basculement. Pas dans leurs mots, mais dans leur regard. Ils comprenaient que le terrain avait changé. Que l'attente patiente, la pression douce, les dossiers préparés en avance ne suffiraient plus. La loi avait refermé l'espace dans lequel ils espéraient que je cède. Ils ont tenté une dernière fois de minimiser, de dire que ce n'était pas nécessaire d'aller si loin. J'ai répondu que je n'étais pas allé loin. J'étais revenu au centre, là où j'aurais toujours dû rester. Cette phrase a mis fin à la discussion. Après leur départ, je suis restée seule, étonnamment calme. Je n'avais pas gagné une bataille. Je n'avais pas humilié qui que ce soit. J'avais simplement résisté là où l'on m'attendait soumise. Et cette résistance n'avait rien de spectaculaire. Elle était propre, silencieuse, légale. Les jours suivants ont confirmé ce changement. Les échanges se sont espacés. Les demandes se sont faites plus prudentes. On me demandait mon avis avant d'agir. Parfois à contre-cœur, sans doute. Mais la forme avait changé. Et parfois, la forme suffit à restaurer l'essentiel. Je comprenais alors quelque chose de fondamental. Ils ne pensaient pas que je céderais parce que j'étais faible. Ils pensaient que je céderais parce que j'étais seule. Parce que je ne ferais pas appel à une autorité extérieure. Parce que je resterais enfermée dans le registre affectif. Ils s'étaient trompés. Résister légalement, ce n'est pas se battre contre les autres, c'est se tenir à sa place quand d'autres veulent vous en déloger. C'est accepter que certaines relations changent pour que la dignité demeure. C'est renoncer à être aimé à n'importe quel prix. Ce jour-là, sans cri, sans menace, sans procès, j'ai compris que le piège s'était refermé. Pas sur moi, sur leur certitude. Et dans ce renversement discret, presque invisible, je me sentais enfin debout. Ils pensaient que je céderais. Ils venaient de découvrir que je savais résister. Mais après ce basculement, rien n'a explosé. Il n'y a pas eu de scène, pas de cri, pas de rupture officielle. Les conséquences se sont installées autrement, dans un silence plus dense, plus chargé. Un silence qui n'était plus le mien seul. Un silence partagé, parfois subi, parfois choisi. Les échanges ont changé de nature. On ne m'appelait plus pour me dire ce qu'il fallait faire, mais pour demander. Le ton était plus prudent, parfois maladroit. Certaines phrases semblaient chercher leur place, comme si elles devaient désormais contourner un cadre invisible, mais bien réel. Je sentais que la spontanéité avait disparu, remplacée par une forme de retenue inquiète. Sincère, mon entourage a commencé à se diviser, pas ouvertement, mais dans les attitudes. Certains comprenaient sans poser de questions. Ils respectaient cette nouvelle distance, cette fermeté tranquille. D'autres, au contraire, semblaient déstabilisés. Ils ne savaient plus comment me parler. Ils hésitaient, comme si chaque mot pouvait être mal interprété. Cette gêne m'a parfois attristée, mais je savais qu'elle ne venait pas de moi. Elle venait de la fin d'un déséquilibre ancien. Et là, on a commencé à dire que j'avais changé, que j'étais devenue plus rigide, plus méfiante. J'ai accueilli ces remarques sans me défendre. Changer n'est pas toujours trahir ce que l'on était. Parfois, c'est simplement cesser de se taire là où le silence faisait mal. Je n'avais pas perdu ma douceur. J'avais gagné en clarté. Avec certaines personnes, le lien s'est distendu naturellement. Elles ne trouvaient plus en moi cette disponibilité totale, cette capacité à absorber sans réagir. Je n'étais plus le point d'appui silencieux sur lequel tout reposait. Cette perte de centralité a créé un vide que je n'ai pas cherché à combler. Chacun devait désormais porter sa part. J'ai aussi constaté quelque chose d'étrange. Mon propre rapport au temps avait changé. Je n'étais plus pressée. Je ne ressentais plus cette urgence diffuse à répondre, à rassurer, à expliquer. Je prenais le temps de réfléchir avant de parler. Et parfois, je choisissais de ne pas répondre du tout. Ce silence-là n'était plus une fuite.
Il était une décision. Physiquement, je me sentais différente. Moins tendue. Mon corps n'était plus en alerte permanente. Les nuits redevenaient plus profondes. Je me réveillais sans cette sensation d'être attendue au tournant. Et la peur, qui avait longtemps occupé un espace disproportionné, reculait doucement. Elle n'avait plus de terrain pour s'installer. Il y a eu aussi des moments de doute. Des instants où je me demandais si j'avais été trop loin. Si j'avais durci inutilement des relations qui auraient pu être préservées autrement. Mais ces pensées ne duraient jamais longtemps. Il me suffisait de me rappeler ce que j'avais ressenti avant. Cette pression constante. Cette impression d'être peu à peu dépossédée. La comparaison dissipait le doute. Je comprenais alors que les conséquences d'une résistance légale ne sont pas seulement extérieures. Elles sont intérieures. Elles modifient la manière dont on se tient, dont on parle, dont on se regarde soi-même. Je ne me voyais plus comme quelqu'un qui devait se justifier d'exister encore pleinement. Je me voyais comme une personne qui avait posé des limites et qui les respectait. Les relations qui ont survécu à ce changement étaient différentes. Plus sobres, moins confortables peut-être, mais plus honnêtes. Il n'y avait plus de noms à dix pesants, plus de décisions prises dans mon dos. Ce qui se disait était plus clair, parfois plus froid, mais jamais ambigu, et cette absence d'ambiguïté était un soulagement. Don prolaire, je n'ai pas cherché à réparer ce qui s'était fissuré. Je savais désormais que certaines fissures révèlent des vérités qu'il vaut mieux ne pas colmater trop vite. Le temps ferait son œuvre. Ou pas. Et j'acceptais cette incertitude sans angoisse. Ils avaient pensé que ma résistance créerait un chaos. Elle avait créé un tri entre ce qui reposait sur mon effacement et ce qui pouvait exister sans lui. Un tri nécessaire, même s'il était inconfortable. Car continuer comme avant aurait été plus simple, mais infiniment plus injuste. À ce stade, je n'éprouvais ni fierté excessive, ni regret profond. Je me sentais simplement alignée. Mes actes correspondaient enfin à ce que je ressentais depuis longtemps. Et cette cohérence, silencieuse mais solide, me donnait une force nouvelle. Les conséquences étaient là, visibles et invisibles. Et pour la première fois depuis longtemps, je savais que quoi qu'il arrive ensuite, je n'aurais plus à céder pour avoir la paix. Avec le temps, j'ai senti quelque chose se stabiliser en moi. Pas un soulagement euphorique, pas une victoire éclatante. Une stabilité plus profonde, plus discrète. Celle qui s'installe quand on cesse enfin de se demander si l'on a le droit d'exister pleinement. Je ne vivais plus dans l'anticipation de la prochaine pression, du prochain dossier posé sur la table, de la prochaine phrase, déguisée en conseil. Mes journées ont changé de rythme. Je me levais sans cette vigilance permanente qui m'avait tenue droite trop longtemps. Je décidais de mes horaires, de mes déplacements, de mes silences. Je redécouvrais la valeur du temps choisi. Ce temps qui ne sert pas à prouver, ni à rassurer, ni à se défendre, ce temps qui sert simplement à vivre. Je me suis autorisée à faire des projets modestes, mais libres. Rien de spectaculaire. Une escapade décidée au dernier moment. Une activité reprise, pour le plaisir, sans objectif. Des rendez-vous acceptés ou refusés selon mon envie, non selon ce que l'on attendait de moi. Chaque petit choix confirmait une vérité nouvelle. Je n'étais plus en retrait de ma propre vie. Les relations ont continué d'évoluer. Certaines se sont apaisées. D'autres se sont espacées. Je ne forçais plus rien. J'avais compris que maintenir un lien au prix de mon effacement n'était pas une preuve d'amour, mais une forme de renoncement. Les personnes qui restaient proches étaient celles qui acceptaient ce nouveau cadre, parfois sans le comprendre entièrement, mais en le respectant. Je me suis aussi rapprochée de personnes qui ne me connaissaient pas à travers mon rôle familial. Des amies anciennes, retrouvées. Des rencontres plus récentes, simples, sans attente cachée. Avec elles, je n'avais pas à expliquer ce que j'avais traversé. Je pouvais être là, tel que j'étais, sans justification. Cette liberté-là avait une saveur particulière. Mon corps, lui aussi, semblait répondre à ce changement. Les tensions accumulées se relâchaient. Mon sommeil devenait plus profond. Je respirais mieux. La peur, qui avait longtemps occupé une place démesurée, se faisait plus rare. Elle n'avait plus de raison de s'installer durablement. Elle n'était plus nourrie par l'incertitude. Je continuais à tenir mon carnet,
mais ils restaient souvent fermés. Les pages blanches ne m'inquiétaient plus. Elles étaient le signe que je n'avais plus besoin de consigner chaque détail pour me protéger. Le cadre légal posé faisait son travail sans bruit. Je n'avais plus à surveiller, à anticiper, à me préparer à l'attaque. Je réfléchissais parfois à ce que signifiait vieillir. On nous apprend souvent à associer l'âge à la perte. Perte de force, perte de place, perte de pouvoir. Je découvrais une autre réalité. Vieillir peut aussi être un temps de précision. On ne gaspille plus son énergie. On choisit ses combats. On apprend à dire non sans trembler. Il y avait encore, bien sûr, une mélancolie discrète. La lucidité a un prix. Elle oblige à voir certaines relations telles qu'elles sont, et non telles qu'on les imaginait. Mais cette mélancolie n'était pas amère. Elle était tempérée par une paix nouvelle, celle de ne plus se trahir. Je ne me sentais ni héroïque, ni dure. Je me sentais cohérente. Mes actes correspondaient enfin à mes valeurs. Je n'avais pas résisté pour punir, ni pour prouver. J'avais résisté pour continuer à vivre debout, dans un espace qui me respecte. Ils avaient pensé que ma résistance serait un obstacle, une complication, une source de conflit. Elle était devenue, au contraire, un point d'appui, un socle à partir duquel je pouvais avancer sans crainte. Mon avenir n'était plus un terrain de négociation. Il m'appartenait à nouveau. Aujourd'hui, je regarde devant moi avec une sérénité que je n'aurais pas cru possible quelques mois plus tôt. Je ne sais pas de quoi demain sera fait, mais je sais une chose essentielle. Quoi qu'il arrive, je ne céderai plus par fatigue, par peur, ou par désir de paix à tout prix. Cette nouvelle vie n'est pas parfaite. Elle est parfois plus solitaire. Mais elle est juste. Et cette justesse. Aujourd'hui, quand je repense à tout ce chemin, je ne cherche plus à refaire l'histoire. Je ne me demande plus ce que j'aurais dû dire plus tôt, ni à quel moment exact les choses ont commencé à déraper. Cette analyse-là m'a longtemps tenue éveillée, mais elle n'a plus sa place. Ce qui compte désormais, ce n'est pas le passé, mais la manière dont j'ai choisi de ne plus m'y perdre. Ils pensaient que je céderais. Pas parce qu'ils étaient nécessairement malveillants, mais parce qu'ils étaient convaincus que le temps finirait par faire le travail à leur place. Que la fatigue, la lassitude, l'envie de paix me mèneraient à dire oui, un jour, sans même m'en rendre compte. Ils misaient sur l'usure, sur ce glissement discret, qui fait qu'on accepte, non, parce qu'on est d'accord, mais parce qu'on n'a plus l'énergie de refuser. J'ai compris trop tard que céder ainsi n'aurait rien eu de paisible. Cela aurait simplement déplacé le conflit à l'intérieur de moi. J'aurais continué à vivre, peut-être plus confortablement en apparence, mais au prix d'un renoncement silencieux. Celui de ne plus être au centre de ma propre existence. Résister légalement n'a pas été un geste spectaculaire. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas coupé les ponts. Je n'ai pas cherché à convaincre qui que ce soit de mes raisons. J'ai simplement cessé de négocier ce qui n'était pas négociable. J'ai compris que certaines choses ne se défendent pas par l'émotion, mais par le cadre. La loi m'a offert ce cadre. Pas comme une arme, mais comme un appui. Elle n'a pas pris parti contre ma famille. Elle a pris parti pour ma capacité à décider. Elle n'a pas jugé les intentions. Elle a regardé les faits, les volontés exprimées, les limites posées. Et dans cette neutralité-là, j'ai trouvé une protection que je n'avais jamais osé demander. Il y a eu des conséquences, bien sûr. Des silences plus longs. Des relations transformées. Une proximité qui ne reviendra peut-être jamais sous la même forme. J'ai accepté cela sans amertume. Car une relation qui ne tient que sur la soumission n'est pas une relation protectrice. C'est un équilibre fragile, construit sur l'effacement de l'un. Oh, je pense souvent à celles et ceux qui vivent ce que j'ai vécu, sans parvenir à le nommer. À qui l'on parle de leur avenir comme d'un objet à organiser. À qui l'on demande d'être raisonnable, compréhensif, conciliant, jusqu'à se perdre. À eux, j'aimerais dire que résister n'est pas un manque d'amour. C'est parfois la seule manière de se respecter. Vieillir ne signifie pas devenir secondaire. Cela signifie, au contraire, devoir affirmer plus clairement ce qui allait de soi auparavant. Le droit de dire non. Le droit de prendre le temps. Le droit de décider tant que l'on est en capacité de le faire. Mon âge n'a pas été mon point faible. Il a été la somme de mes expériences. Et donc, de ma lucidité. Aujourd'hui, je vis avec une vigilance tranquille. Je ne suis pas dans la défiance permanente. Mais je ne suis plus dans l'abandon de moi-même. Je choisis mes silences. Je choisis mes paroles. Je ne laisse plus la peur décider à ma place.
Cette liberté-là n'est pas bruyante. Elle est profonde, nouée. Quand je ferme les volets le soir, je n'ai plus cette sensation d'être en sursis, d'attendre que quelque chose m'échappe. Je sais que ce qui devait être protégé l'a été, que ce qui devait être écrit l'a été par moi. Et cette certitude m'accompagne comme une paix sobre, sans triomphe, sans revanche. Si je devais laisser une trace de cette histoire, ce ne serait pas celle d'un conflit familial, ni celle d'une victoire juridique. Ce serait celle d'un basculement intérieur. Le moment où j'ai compris que continuer à céder aurait été plus simple, mais infiniment plus injuste. Ils pensaient que je céderais, parce que je me taisais. Ils ont découvert que ce silence pouvait changer de sens. Car se taire pour survivre n'est pas se taire pour disparaître. Parfois, le silence n'est pas une faiblesse. Il devient un choix, un cadre, une force. Et c'est avec cette certitude, acquise lentement, douloureusement, mais définitivement, que je termine ce récit, en laissant ces mots comme un repère pour celles et ceux qui hésitent encore. Le silence peut aussi être une forme de justice.